Alors, deuxième partie de ce chapitre 5 traite des lois de Newton. Avant de passer à ces lois de Newton à proprement parler, il faut définir une notion importante, qui est la notion de référentiel. Qu'est-ce qu'un référentiel? Un système de référence par rapport auquel on va définir un mouvement d'un solide ou d'un point. Quels sont les référentiels dont on dispose? Vous avez, pour toute la description des mouvements usuels, une voiture qui se déplace sur une route, un objet qui est jeté en l'air, un référentiel adapté qui est le référentiel terrestre. Donc qu'est-ce que ce référentiel terrestre? C'est un référentiel qui est lié à la surface de la Terre. C'est-à-dire que quand on décrit le mouvement d'une balle de tennis, par exemple, on va définir le mouvement de cette balle par rapport à la surface terrestre. Si on passe à une étude de mouvement autour de la Terre, par exemple, comme c'est le cas ici d'un satellite, on peut bien sûr s'intéresser à l'étude du mouvement du satellite par rapport à la surface de la Terre, mais il sera beaucoup plus simple de décrire ce mouvement par rapport au centre de la Terre. Et dans ce référentiel-là, qu'on appelle référentiel géocentrique, qui est constitué du centre de la Terre et de 3 directions vers 3 étoiles suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes, la Terre aura un mouvement de rotation uniforme. Troisième référentiel que l'on sera amené à utiliser cette année, c'est le référentiel héliocentrique. Donc là, on s'intéresse par exemple au mouvement de la Terre autour du Soleil, et pour étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, il faut que le référentiel soit centré sur le Soleil. Donc ce référentiel héliocentrique a pour origine le centre du Soleil, et encore une fois, 3 axes dirigés vers 3 étoiles lointaines, pour être suffisamment lointaines pour être fixes. Donc maintenant, on a défini les référentiels. Il se trouve que ces référentiels doivent avoir une qualité essentielle pour qu'on puisse appliquer les lois de Newton, c'est la notion de référentiel galiléen, que l'on dit aussi référentiel inertiel, ou référentiel d'inertie. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ou un référentiel d'inertie? C'est un référentiel dans lequel les lois de Newton sont vérifiées. Alors, référentiel galiléen, retenez la chose suivante. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel d'inertie, c'est donc un système de référence au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme. Ce qui veut donc dire en toute rigueur que les 3 référentiels dont on a parlé précédemment, le référentiel terrestre, géocentrique et héliocentrique, ne sont pas des référentiels galiléens, puisqu'ils ne sont ni au repos ni en mouvement rectiligne et uniforme. Ils sont tous les 3 en mouvement circulaire et uniforme. Et le fait que le mouvement ne soit pas rectiligne mais circulaire induit l'apparition d'une accélération centripète, que l'on verra un petit peu plus loin dans le cours, et qui de toutes les manières ne peut pas permettre de qualifier ces référentiels de galiléens. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on a quand même besoin d'appliquer ces lois de Newton? En fait, on se rend compte que les rayons d'orbite des planètes, par exemple, du satellite autour de la Terre, ou de la Terre autour du Soleil, et la vitesse à laquelle ils se déplacent, ou la vitesse de rotation de la Terre sur son axe, font que l'application des lois de Newton peut se faire dans une approximation avec une certaine précision. Et donc on va admettre que pour la précision qu'on utilise et pour les vérifications que l'on va faire, ces 3 référentiels peuvent être considérés comme des référentiels galiléens. Alors, première loi de Newton, une fois qu'on a défini cette notion de référentiel galiléen, c'est le principe d'inertie. C'est donc la loi que vous avez déjà vue en classe de première, que vous avez certainement de nouveau abordée en classe de seconde, et que vous avez réabordé en classe de première, qui dit que dans un référentiel galiléen, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme s'il est soumis à des forces qui se compensent. Et ce principe est réciproque, c'est-à-dire que si on part d'un solide qui est soumis à des forces qui se compensent, soit il est au repos, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Et donc vous avez une première illustration ici, où vous avez un bonhomme qui lâche une pomme dans un ascenseur qui est retenu par un système de poulies et de cordes. La pomme est soumise à une seule force. Donc, étant soumise à une seule force, les forces auxquelles elle est soumise ne se compensent pas. Conclusion, elle est ni au repos, cette pomme, ni en mouvement rectiligne uniforme. Et effectivement, la pomme va tomber en accélérant. Ce référentiel-là est donc un référentiel galiléen. À l'inverse, si on casse la corde, on se rend compte que la cabine de l'ascenseur, le bonhomme qui est dedans et la pomme vont tomber tous les 3.
Ils vont se retrouver tous les trois en chute libre. Et donc, le mouvement relatif de la pomme par rapport à la cabine d'ascenseur sera nul. C'est-à-dire que la pomme, en clair, ne bougera pas, sera immobile par rapport à l'ascenseur. Or, étant immobile, et elle n'est toujours soumise qu'à une seule force, qui est la force de pesanteur, on se retrouve avec une contradiction ici qui nous dit que si elle persévère en son état de repos, elle est soumise à des forces qui se compensent. Or là, elle est immobile, elle persévère dans son état de repos, or elle n'est pas soumise à des forces qui se compensent. Ce qui veut donc dire que cette cabine d'ascenseur qui est en chute libre n'est pas un référentiel galiléen. Alors, je reprends les choses ici en disant qu'un référentiel est galiléen si le principe d'inertie est vérifié. C'est ce que j'ai donné comme définition tout à l'heure pour le référentiel galiléen. Deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. C'est donc la loi sur laquelle on va s'appesantir cette année, qui se définit de la manière suivante. La somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par... Donc, cette loi qui s'écrit de cette manière-là, avec le vecteur quantité de mouvement que j'ai défini peut-être de manière un peu rapide dans la précédente vidéo, qui est égal à m fois la vitesse. Ce qui veut donc dire que je me retrouve ici avec la dérivée de m scalaire, enfin multiplié par la vitesse, sur dt. La masse étant une constante, puisqu'on travaillera toujours dans des systèmes où la masse est invariable, on peut donc ressortir la masse de la dérivée, on se retrouve avec l'égalité suivante, qui est que c'est m multiplié par dv sur dt. Or, au début du cours, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps constitue le vecteur accélération. Et donc, on arrive à une relation, l'autre relation que vous allez rencontrer dans les ouvrages, qui dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par l'accélération de son centre d'inertie, petit g. Donc voilà la deuxième écriture possible pour la deuxième loi de Newton. Et il nous reste à parler de la troisième loi, qui s'appelle aussi principe d'interaction, ou principe des actions réciproques, qui dit que si un système A exerce sur un système B une force F de A sur B, alors le système B exerce sur le système A une force F de B sur A, telle que F de A sur B est égal à F de B sur A en norme, en direction, et sont de sens opposé, ce qui explique que la relation vectorielle qui est là se fait par l'intermédiaire d'un signe moins. Alors, c'est donc deux forces de même direction, de même intensité, mais de sens opposé. L'exemple que vous avez tous déjà vu, c'est l'exemple Terre-Lune, où on a la Terre et la Lune qui sont en interaction. La force exercée par la Terre sur la Lune est une force d'attraction gravitationnelle, et la force exercée par la Lune sur la Terre aussi. Ces deux forces ont même intensité, même direction, mais sont de sens opposé. Alors, si on a un exemple un petit peu plus parlant, j'ai représenté ici un wagon et un bonhomme qui, par l'intermédiaire d'un élastique, tire sur le wagon. Donc vous avez le bonhomme que j'ai appelé l'objet B, le wagon c'est l'objet A. Donc cette force-là, traduite par l'élastique, c'est la force qu'exerce l'objet B sur l'objet A. De l'autre côté, on a l'action exercée par l'objet A sur l'objet B. Et donc d'après le principe d'interaction, la force exercée par A sur B, plus celle exercée par B sur A, tout ça, ça doit être égal au vecteur nul, ce qui revient aussi à dire que f de A sur B est égal à moins f de B sur A. Alors, le gros problème est souvent la compréhension de ce principe d'interaction, puisque ça veut donc dire que le wagon exerce sur l'homme une force de même intensité que celle qu'exerce sur l'homme sur le wagon. Alors, quel est l'effet de ces deux forces? Quand le système est figé, comme c'est le cas ici, on prend une photo, c'est-à-dire que quelqu'un tient le bonhomme, là, on prend une photo et on représente ces deux forces de cette manière-là. Si maintenant on laisse le système évoluer, c'est-à-dire que le bonhomme qui est là, il ne se bloque plus avec les pieds ou on ne le tient plus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir chacune des forces qui va avoir un effet sur l'objet. Naturellement, quel est l'objet qui sera le plus facile à mettre en mouvement? Ben, celui de masse la plus petite. Donc ce qui veut dire que si on laisse les deux forces s'exprimer, on va se rendre compte que le bonhomme va être attiré vers le wagon et non pas le wagon par le bonhomme. Ce qui ne veut pas dire que les forces n'ont pas la même intensité, mais ce qui veut dire que les forces
vont s'appliquer de la même manière, mais il sera toujours beaucoup plus facile de mettre un objet léger en mouvement qu'un objet beaucoup plus lourd. Ce qui explique que dans la manière dont ça va se traduire, en clair, le bonhomme va aller s'écraser sur le wagon et le wagon va quasiment pas bouger parce qu'ils sont dans des rapports de masse très favorables au wagon. Si les deux ont globalement la même masse, les deux vont être attirés l'un vers l'autre. Donc voilà l'explication ou l'application un petit peu plus intuitive de ce principe d'interaction. Et la dernière chose que je voulais voir, c'est l'application à la propulsion. Donc c'est l'application de ces 3 lois de Newton au principe de propulsion. Alors, première chose à définir, le vecteur quantité de mouvement d'un système constitué de plusieurs points est la somme de tous les vecteurs quantité de mouvement. Donc attention, je parle bien de vecteur quantité de mouvement et de somme de vecteurs. Donc on ne fait pas une somme de normes, mais une somme de vecteurs. Il y a donc une construction graphique à faire. Alors, lorsque, comme ici, tout se déroule sur un axe, la construction vectorielle est uniaxe, donc il suffit d'orienter le vecteur dans un sens ou dans l'autre. Mais lorsque c'est quelque chose qui aura lieu dans un plan, il faudra faire une construction vectorielle. Et donc, cette application de ces lois de Newton à la propulsion figure ici, dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé est un vecteur constant. Qu'est-ce qu'un système isolé? Je vous le rappelle, un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent. Il est vrai qu'en toute rigueur, il est impossible dans l'univers d'être soumis à aucune force, étant donné qu'il existe à minima les forces de gravitation exercées par la Terre et toutes les planètes autour. Donc, le système isolé, on va plutôt l'appeler système pseudo-isolé, c'est-à-dire un système dans lequel toutes les forces se compensent. Voilà, donc cette dernière vidéo pour le chapitre 5 arrive à son terme. Je reviendrai sur de nombreuses notions pendant le cours, notamment en termes de démonstration.